Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre fidélité. Nous sommes sur Radio Fréquence Atlantique, que vous conviendrez être l'une des radios qui fait le plus de travail de conscientisation dans la période actuelle. 3 longueurs d'onde, 88.3, 93.6, 105.9, émission qu'on peut suivre sur radio rfaradio.fr, mais également en direct sur Facebook, en tout cas pour les 2 premières parties. Alors, nous allons commencer tout de suite nos émissions traditionnelles. Vous savez, le format, 2 points d'actualité qui introduisent les commentaires et ensuite une partie déconstruction qui nous amène à réfléchir sur nos méthodes de pensée et les moyens d'élaborer des stratégies conformes à nos intérêts. Donc, nous allons commencer avec ces questions d'actualité qu'on a évoqué partiellement dans l'actualité, mais de façon orientée et suffisamment brève pour que les gens ne soient pas informés. Alors, il s'agit d'abord de ces tornades qui ont frappé les États-Unis, parmi les pires de toute l'histoire. On en a beaucoup parlé dans les effets, mais on a peu analysé la question. Et puis la deuxième actualité concerne les tensions entre la Russie et l'OTAN qui annoncent les préparatifs de guerre. Voilà. Et puis en matière de déconstruction, nous allons réfléchir sur la nécessité de se libérer de toute aliénation pour être prêt à surmonter les catastrophes qui s'annoncent. Alors précisément, les faits d'actualité sont annonciateurs de ces catastrophes. On nous apprend que les États-Unis ont été frappés par l'une des pires tornades de leur histoire et que toute la région centre et sud est concernée. 5 États ont vu des tornades d'une violence inouïe, ravager parfois des villes entières et causer 83 morts pour l'instant qui ont été recensés. Et évidemment, tout le monde a parlé des dégâts. On a fait quelques allusions aux effets du changement climatique. Le président Joe Biden a vaguement dit que l'augmentation des températures augmente les phénomènes, mais il n'y a pas eu une explication massive sur les liaisons entre le dérèglement climatique et ces tornades-là, auxquelles il faut ajouter ces inondations habituelles. Chaque semaine, il y en a qui ont ravagé certaines villes européennes. Ça veut dire que les effets catastrophiques et massifs sur la planète de l'élévation du niveau de température de l'atmosphère, non seulement ils sont confirmés, que la liaison est confirmée avec les dégâts, mais en plus, il y a une accélération par rapport à tout ce que les scientifiques avaient annoncé depuis une vingtaine d'années. Notamment, cette semaine aussi, un rapport a été publié sur la fonte des neiges de l'Antarctique et insistait sur le fait que dans ces zones où vous connaissez le climat, les zones polaires, où la pluie n'existait pas, ne tombait pas, c'était la neige qui tombait, et bien de plus en plus, des pluies, et en plus des pluies chaudes, tombent dans cette sphère. Alors évidemment, quand ces pluies tombent, ça accélère le dégel et la destruction des banquises et tout, et effet secondaire, non moins important, c'est que quand il y a beaucoup de neige, la surface est blanche, les rayons solaires sont renvoyés. Mais plus la banquise est réduite, plus les rayons solaires restent et chauffent les eaux, les sols, ayant un effet d'accélération, ce qui explique ce que les scientifiques disaient cette semaine, que il y a une dizaine d'années d'avance sur leur prédiction en matière de destruction
des zones concernées. Alors, quand on a dit ça, il faut qu'on prenne compte que c'est une question de survie pour l'humanité. C'est une question qui nous concerne personnellement, nous, îles, dont on constate l'érosion des côtes. Ces dernières années, nous avons été heureusement épargnés, mais nous sommes concernés par la multiplication du nombre de tempêtes, de cyclones et la violence des vents qui les accompagnent. Donc nous sommes directement concernés par cette problématique globale. Alors, la question que nous voulons poser par rapport à l'importance de ce danger-là, est-ce que les médias font un travail d'explication, d'interpellation, ou bien est-ce qu'au contraire, ils essaient de marginaliser le problème et en détournant l'attention sur des questions d'amusement, sur des questions secondaires. Dans les médias français, on a accordé plus d'importance aux révélations des cousines, des voisins de Julia, de Céline Julia, qui mettent en cause son mari ou pas. On a accordé plus d'importance à ça qu'à l'explication des phénomènes climatiques et aux urgences qu'il y a à changer de comportement. Non. Alors, question subsidiaire avant de passer à la deuxième actualité. Chers compatriotes, vaccinés ou non vaccinés, quand ces catastrophes-là vont se devenir là, dans la dizaine d'années annoncées, et plus fréquentes, et vont tuer nos ressortissants, quelle différence y aura-t-il entre le sort des vaccinés et des non-vaccinés? Non pas pour dire que les crises sanitaires ne sont pas importantes, mais pour montrer qu'il y a un tapage, une intoxication massive pour détourner l'attention sur cette histoire de vaccination et diviser le peuple, on y reviendra, et que des choses qui réclament des mesures d'urgence au niveau gouvernemental, au niveau municipal, au niveau familial, sont totalement escamotées. Et ça, c'est pour ce qui concerne le dérèglement climatique. Mais la deuxième actualité concerne le survol de régions proches de la frontière russe par des avions de guerre occidentaux, donc qui font partie de l'OTAN, particulièrement de la France et escortés par des avions américains. Alors, il y en avait 3 français et 2 en soutien des États-Unis et qui venaient pour espionner, photographier. Mais là, cette fois-là, les Russes ont envoyé 3 chasseurs pour escorter et obliger ces avions-là à se détourner. Alors, vous imaginez que c'est ce genre d'étincelle qui peut mettre le feu à la plaine. Et la veille, il y avait déjà un premier incident où des avions français s'approchaient et où les chasseurs russes les avaient fait dévier. Alors, dans les médias, qu'est-ce qu'on a retenu comme explication? Les méchants russes préparent l'invasion de l'Ukraine. Ils ont massé des contingents de 170 000 hommes prêts à envahir et à manger l'Ukraine. Et donc, il faut aller les surveiller et il faut faire pression. Le président états-unien déclare que de toute façon, si la Russie attaque l'Ukraine, nous allons intervenir, nous allons défendre nos partenaires ukrainiens. Alors, là, il se donne le beau rôle, il faut protéger un petit pays. Mais, que dit la Russie? La Russie dit que l'Ukraine, qui est un pays contre lequel elle est en guerre, elle aussi masse des soldats à la frontière. Donc il faut qu'elle se prépare. Et elle dit aussi que l'Ukraine veut rentrer dans le pacte qui s'appelle OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord, avec la France, l'Europe et les États-Unis. Pacte, quand ils l'auront signé, qui fera que les armées de l'OTAN occidentale seront obligées de venir les défendre militairement si elles ont un problème avec la Russie. Ça veut dire que la Russie dit, bon voilà, un pays, vous voulez l'intégrer dans un pacte militaire qui vous autorisera à
intervenir militairement dans un conflit qui nous opposerait à l'Ukraine. Bon, mais n'empêche que ce pays-là fait des provocations, nous sommes en guerre avec lui, donc c'est un prétexte pour que vous puissiez faire l'OTAN intervenir contre la Russie. Donc ils disent non, nous parler que l'Ukraine rentrait dans l'OTAN. Alors, les deux positions, il n'y a pas à choisir pour l'un pour l'autre, c'est deux ennemis, deux adversaires qui se préparent à la guerre, qui sont conscients que l'étincelle va éclater et qui se disposent. Et dans ce cadre-là, la France va faire des espionnages. Vous avez vu, quand on a parlé de cette affaire-là, que la France publie des images qu'elle a pour prouver, soi-disant, pour prouver qu'il y a des troupes russes qui sont positionnées, elle publie ça. Donc ça veut dire que oui, il y a des avions espions et des satellites espions qui font des photos des espaces militaires. Et la France communique ces résultats-là à tous les pays de l'OTAN. Vous comprenez bien que la Russie ne va pas permettre à des chasseurs, à des mirages, à faire des avions français, de traverser sa frontière. Et que là, c'est vraiment ce qui se passe. Nous posons les mêmes questions subsidiaires que tout à l'heure. Et un tel conflit qui éclaterait en Europe, quelle incidence aurait-il sur notre pays? Comment nous pourrions répondre, aux questions d'alimentation, d'import-export, etc. Que deviendront nos jeunes là qu'on fait entrer dans l'armée française, soi-disant pour défendre la liberté? Ces questions-là se posent. D'autant plus que, pour confirmer que nous allons vers la guerre, les chiffres viennent rappeler qu'il y a une accélération des ventes d'armes et des politiques d'armement de par le monde. C'est ainsi que le CIPRI, qui est l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, a indiqué que les 100 entreprises les plus importantes du secteur de la vente d'armes ont connu une hausse de 1,3% de leurs ventes cumulées en 2020 par rapport à l'année précédente, avec le chiffre de 530 milliards de dollars pour ces ventes-là. Et cette croissance-là, sur les 5 dernières années, est continue et s'est traduite par une augmentation de 17% du commerce de l'armement. Donc, on voit bien que les pays s'arment, se préparent. Ce n'est pas pour la décoration qu'ils achètent ou qu'ils vendent des armes. C'est évidemment pour préparer les conflits. Alors, quels sont ceux qui vendent ces armes-là? Le premier marchand, c'est évidemment, ce sont les États-Unis. On va vous donner les chiffres tout de suite que j'ai relevés là. Premier en matière d'armement, c'est les États-Unis, qui ont les 5 plus grandes entreprises dans ce domaine, et dont 40 sociétés de vente d'armes figurent parmi la liste des 100 firmes les plus importantes. Ces firmes-là ont totalisé 285 milliards de dollars de vente d'armes en 2020. Alors ça, c'est pour les États-Unis. Ensuite, on a la Chine qui vient loin derrière. On a parlé de 285 milliards pour les États-Unis. La Chine qui vient loin derrière en matière de vente d'armes, 66,8 milliards de dollars. Mais non seulement elle vient loin derrière, mais il est prouvé que l'essentiel du commerce d'armement est interne à la Chine. Ça veut dire que c'est l'État chinois qui achète d'entre les mains des entreprises d'armement chinoises. Et manifestement, c'est pour se préparer à la guerre. Mais pour l'instant, ceux qui vendent à l'intérieur sont essentiellement les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, etc. Et on a ensuite, après la Chine, la Grande-Bretagne, au 3e rang, qui a un volume de 37,5 milliards de dollars états-uniens. Et globalement, si on ajoute les autres pays européens qui sont dans la liste des grands vendeurs d'armes,
avec les entreprises françaises et allemandes, c'est un volume de 110 milliards. Mais la Grande-Bretagne en troisième vient avec 37,5 milliards. Ensuite, voilà, en quatrième, la Russie, qui, avec 9 entreprises nationales, a vendu pour 26,4 milliards de dollars en 2020. Alors la France, que dire de la France qui vient après? Elle se félicite que pour 2021, elle va atteindre un record de 30 milliards d'euros de vente d'armes. Et les journaux économiques annoncent que c'est une belle chose, c'est une bonne nouvelle, parce que l'État perçoit sur toutes les transactions une redevance de 2% quand il y a exportation d'armes. Et donc ça va gonfler le budget. Mais à quel prix? Parce que la France avait signé des engagements internationaux pour le contrôle des armes et interdire que des armes soient vendues si elles atterrissent dans des pays où les droits de l'homme ne sont pas respectés ou elles sont utilisées contre des civils et pour la répression. Mais la France est un pays hypocrite fondamentalement et ne respecte absolument pas ses engagements puisqu'on a vu qu'elle a vendu du matériel de répression et des armes à la dictature égyptienne. Mais plus récemment, on a vanté le contrat du siècle, 80 Rafales vendus aux Émirats arabes unis. Et la France, c'est l'une des principales puissances qui fournit des armes à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. On se souvient que Macron est allé récemment faire copain-copain, plus qu'il ne l'était déjà, avec Ben Salman, de nom bien mérité, qui sévit en Arabie saoudite, qui a fait des journalistes, qui fait décapiter des gens sur la place publique le vendredi. Donc, dictature totalitaire et rétrograde s'il en était. Donc, la France fournit aux Émirats arabes unis et à l'Arabie saoudite des armes, alors que ces deux pays-là sont dans une coalition qui mène la guerre contre le Yémen, contre des insurgés au Yémen. Une guerre qui a déjà fait, d'après l'ONU, en 2021, 300, que je dise le chiffre exact, 337 000 morts. Et la plupart des civils, et la situation au Yémen est caractérisée par l'ONU comme la principale crise sanitaire actuelle au niveau de l'humanité. Parce que les médicaments n'arrivent pas, parce que vraiment tout est fait pour anéantir les résistants. 377 000, voilà, je cherche le chiffre. Comment expliquer qu'un pays qui se prétend mensongèrement patrie des droits de l'homme, qui se donne le droit d'aller installer la démocratie, fournit des armes qui tuent massivement des civils, fournit des armes à des dictateurs, des sanguinaires, des scélérats. Et puis, on ose donner ce pays-là en modèle. Voilà la réalité des risques de guerre, de la malhonnêteté des pays occidentaux et de la France en particulier. Alors, posons-nous les questions. Ces gens-là sont-ils une garantie pour la défense des droits humains, une protection de la santé des gens qui luttent contre l'épidémie? Est-ce que vraiment on peut dire, bon, ben, faisons leur confiance pour mener l'humanité? Et puis l'autre question, il y a de fortes chances que le conflit militaire majeur se déclare, les indices le prouvent, on a parlé de ce qui se passe en mer de Chine, etc. Quel sera l'état de notre pays? D'où viendront les 80% d'alimentation dont nous dépendons? Quand la crise financière va suivre tout cela, elle est annoncée, cette crise, comment les affaires pourront se dérouler? Mais ça, ce n'est pas à l'horizon 3000. Hein? C'est là, c'est dans les années à venir qu'il faut s'y attendre. Et quand ces incidents-là vont arriver, quelle différence y aura-t-il entre les conditions de vie ou de mort des vaccinés et des non-vaccinés? Façon de dire qu'on est en train de nous manipuler pour nous diviser
sur une question de vaccin et de non-vaccin, tout en sachant, on y reviendra tout à l'heure, que ce n'est pas une réponse à la question des pandémies. Et puis, pendant ce temps, nous ne nous organisons pas pour justement être prêts à affronter ces défis majeurs que nous venons de décrire. Alors, bon, on va passer directement à la partie déconstruction. J'ai annoncé la nécessité de se libérer de toute aliénation afin d'être prêt à surmonter les catastrophes qui s'annoncent. Alors, chaque fois que j'emploie le mot aliénation, comme nous connaissons ses connotations, je précise qu'il s'agit des grilles d'analyse, des idées qui fondent nos prises de position, nos façons de voir la vie, et qui ne viennent pas de notre propre élaboration, mais qui sont influencées par l'extérieur, par l'étranger qui nous formate. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question d'instruction, c'est une question de fonctionnement normal de tout être humain quand il a été conditionné, quand il a reçu des informations tronquées, évidemment, il prend des positions qui ne correspondent pas à la réalité ou à ses intérêts. C'est ça qu'on appelle aliénation. Et si nous faisons un constat aujourd'hui, sur toutes les questions, que ce soit les questions de vaccination, de guerre, de développement économique, c'est la grille d'analyse qui a été inculquée par les classes dominantes occidentales qui dominent. En économie, il faut être compétitif, il faut savoir se vendre. C'est une forme d'aliénation. On ne voit pas ce que c'est que l'économie. On ne réfléchit pas aux moyens d'organiser un développement à bout Dieu, mais on applique les fondamentaux imposés par les universités, par les médias, par les discours politiques. Donc ça c'est pour l'explication globale du monde autour de soi. Mais précisément dans le contexte actuel, comment se manifeste l'aliénation? Les esprits, majoritairement dans l'opinion, sont polarisés sur la pandémie de Covid-19 qui nous met en danger et qu'il faut surmonter. C'est ça qui est le fondement de nos choix politiques, nos positions vis-à-vis des barrages, etc., de contamination. Donc, ça, c'est une forme d'aliénation parce que les esprits sont polarisés sur un thème qui a été servi par les classes dominantes et qui ne correspond pas à la réalité. Et puis, tout à l'heure, on l'a déjà dit, en même temps qu'on fait ça, pour empêcher de contester, évidemment, il y a la censure, il y a la diabolisation de ceux qui critiquent, mais il y a surtout le travail massif pour détourner vers le futile, le superficiel, l'amusement. Bon, hier, combien de gens étaient branchés à regarder l'élection de Miss Martinique? Bon, bravo, on aime bien voir la représentante de la Martinique briller sous les feux d'actualité. Mais le temps, les retransmissions, les commentaires qui concernent cette affaire-là, ajoutés à la propagande sur la crise sanitaire, ne laissent aucune place pour une réflexion posée et sereine sur les questions fondamentales dont nous avons parlé tout à l'heure. Et c'est donc pour cela qu'il faut être prêt à surmonter toutes les aliénations pour dire, mais il nous faut nous asseoir, il nous faut réfléchir, il nous faut accepter de discuter, de comprendre que mon tonton qui est pour la vaccination, qui fait confiance à la science, ne peut pas être mon ennemi. Et que je ne peux pas, si je refuse la vaccination obligatoire, être contre mon tonton qui veut se vacciner. Il faut absolument qu'on comprenne qu'il y a urgence à penser globalement. La réponse aux questions de dérèglement climatique, éventualité de conflits militaires, pandémies successives qui vont arriver, pauvreté, tout cela, toute cette réponse-là ne peut être que globale. Il faut que quand on décide de faire ceci, cela, une municipalité prenne une mesure, qu'elle réponde à tout cela globalement. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, je peux être vacciné du Covid
Et puis, la tornade tue 83 personnes, c'est tout. Autant vaccinés que pas vaccinés. Et on est encore étonné de ne pas entendre ces pantins-là venir raconter que sur les 83 morts de la tornade, il y avait 82 non vaccinés, puisqu'on est dans la dérision totale en matière d'information. Donc, il faut des réponses globales et urgentes. Est-ce que nous pouvons compter sur les gouvernements, Macron, son préfet et tout ça? Est-ce que nous pouvons compter sur eux pour dire, voilà, ils nous portent des réponses valables. S'ils ont dit ça pour le virus, c'est que c'est ce qu'il faut faire. Ces mêmes gouvernements-là qui mènent les politiques barbares en matière économique, hein, qui sabotent les services publics, qui licencient des infirmiers et des infirmières parce qu'ils refusent de servir de cobayes, ces mêmes gouvernements-là qui programment l'obsolescence programmée, qui refusent de prendre des mesures pour baisser le changement climatique, hein, ils sont gentils en ce qui concerne le virus. Il faut leur faire confiance. Ah là là. Ce qui est posé en définitive, ce qu'il faut comprendre à moyen terme, assez rapide, même court terme on peut le dire, ce sont les questions de notre santé, de notre survie, notre sécurité corporelle et matérielle. C'est à ça qu'il faut poser des questions. Et ce n'est pas en répondant je suis pour ou contre le vaccin, le gouvernement a raison ou pas de prendre le vaccin obligatoire, de rendre le vaccin obligatoire. Ce n'est pas la réponse à toutes ces problématiques-là. Mais enfin, nous sommes quand même des êtres doués de bon sens. Nous devons penser aux conséquences de nos choix sur nos enfants, sur notre quartier, sur notre famille. Ce n'est pas possible qu'on reste dans des conflits idéologiques, des conflits causés par des problématiques organisées par le gouvernement, suggérées par le gouvernement. Hein? C'est un gouvernement où les gens sont corrompus. Les gens de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui donnent les directives, pour la plupart, ont des conflits d'intérêts. Ça veut dire qu'ils sont payés par des laboratoires pour servir leur politique. C'est ça qu'il faut savoir. Les hommes politiques qui sont payés par les multinationales pour faire leur campagne électorale. Mais ce n'est pas eux qui vont venir nous dire la vérité. Ils vont venir manipuler. Et donc, il nous faut faire obstacle à la désinformation et à la manipulation. Alors, par exemple, revenons sur la question de comment se passe le débat et la manipulation concernant le vaccin en Martinique. On entend dans tous les journaux télévisés, audio, dans la presse, le même message. Les bonhommes cherchent ceux qui peuvent criminaliser les opposants à la vaccination obligatoire. Ils montrent des romans et pour impressionner, pour empêcher la réflexion. Hein? On a entendu hier, sur pratiquement tous les médias, une personne qui avait dit qu'elle était vaccinée alors qu'elle n'était pas vaccinée, est arrivée à l'hôpital, elle est morte. Et puis on voit je reste poli, pardon, on voit un docteur avec une mine, venir dire, ah voilà, les anti-vaccins. Si elle ne nous avait pas dit qu'elle était vaccinée, on aurait pu avoir un protocole pour la sauver, la garder en vie. Mais ça veut dire quoi quand on est intelligent, quand on écoute? Ça veut dire que même si une personne n'est pas vaccinée, il y a des protocoles pour la sauver et la maintenir en vie. Mais l'information est détournée pour dire elle est morte parce qu'elle a menti, elle a dit qu'elle était vaccinée et ce n'était pas le cas. Donc, on met un genre de confusion. Et on a vu cette semaine encore, après l'annonce que Macron fermait les boîtes de nuit. Ah, les fêtards dénoncent les anti-vax qui les empêchent de vivre. On met la division entre ceux qui sont contre la vaccination obligatoire et ceux qui veulent être vaccinés pour aller dans une boîte de nuit. Ça, on n'est plus dans la raison, on n'est plus dans la réflexion sur le suivi des vaccins, etc. On est sur la volonté de diviser à partir de la manipulation. Autre exemple, un bonhomme, eh bien, il s'est fait vacciner 10 fois,
pour avoir de faux certificats qu'ils vendaient pour des gens qui ne voulaient pas se faire vacciner. C'est les gens qui ne voulaient pas se faire vacciner qui sont pointés du doigt. Ça veut dire que des gens qui vont se faire vacciner peuvent se faire vacciner pour de mauvaises raisons. Ça peut être des salopards qui trompent les gens, etc. Il n'y a aucune liaison avec le choix de vaccin ou de pas vaccin. Il y a un délinquant qui a fait quelque chose, mais on utilise chaque fois, tactiquement. Mais regardez bien, le nombre de dirigeants, en passant par Boris Johnson, par les ministres français, par la première ministre de Finlande, ou je crois, en fait de l'Europe, d'un pays d'Europe du Nord, qui vont boîte de nuit sans masque, qui ne respectent pas les gestes barrières. Et puis les journalistes qui rendent l'événement disent oui, les hommes peuvent commettre des erreurs, c'est pas faillible. Je présente des excuses, etc. C'est pas parce qu'ils sont couillons, c'est parce qu'ils savent que les mesures qu'ils imposent aux autres ne sont pas les réponses valables et définitives à la question de la lutte contre le Covid. Donc, comme ils sont au courant, ce ne sont pas des imbéciles, ils sont plus qu'informés, ben, ils se laissent à leur façon habituelle de vivre. Donc, j'ai pris beaucoup d'exemples, mais c'est pour montrer qu'il y a une campagne massive de désinformation pour cacher les véritables problèmes. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la question de la vaccination obligatoire et du pass sanitaire, j'aime bien la formule que certains mettent, le pass nasitaire, elle est au centre et elle doit être au centre. Non pas parce que la question de la vaccination est déterminante pour l'avenir de l'humanité, mais c'est parce que c'est un cheval de Troie, c'est un biais que les gouvernements occidentaux, libéraux en général, ont pris pour imposer la fascisation de la société. Ils prennent un prétexte qui paraît bon, protéger les gens. Il y a des gens qui répètent son argumentation, il faut être responsable. Ils prennent un prétexte pour imposer des mesures liberticides qui ne résolvent pas la crise sanitaire, mais qui leur donnent la possibilité de casser le droit du travail, de licencier des gens sans prétexte sérieux, de contrôler les heures, de vous assigner à résidence, d'exiger un pass, etc. C'est pour ça qu'il faut lutter principalement contre la vaccination obligatoire et le pass sanitaire, parce que ce sont des ballons d'essai, ce sont des chevaux de Troie qui sont là pour organiser la lutte, la fascisation de la société. Alors, bien sûr, il nous faut être conscient qu'en même temps que nous menons la lutte contre ces mesures liberticides, les façons dont nous luttons devront être intégrées dans une contre-offensive contre le fascisme et contre la domination des multinationales. À ce sujet, les événements que nous avons connus récemment, les 15 jours passés avec les crises sanitaires, sont très riches en leçons. Et nous devons dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous avons fait de bien? Qu'est-ce qui nous a fait avancer dans la lutte contre les mesures liberticides? Et qu'est-ce qui nous a bloqués? Quelles sont les erreurs que nous avons pu commettre ou que nous ne devons pas commettre? Alors, d'abord, parlons des faits positifs. L'intersyndical de la santé, qui a mené le combat depuis juillet, doit être saluée parce qu'elle nous donne un exemple d'unité à la base. Des gens venant de tous les syndicats sont unis, se respectent, définissent une stratégie qui porte des fruits et qui nous a menés jusqu'à ce que les autres centrales voient l'importance de faire une grève générale pour les soutenir. Donc, première leçon, c'est au-delà des appartenances syndicales ou de parti, l'alliance à la base est nécessaire pour qu'on puisse avoir une stratégie efficace et unificatrice. Ça, c'est une première leçon. Deuxième élément, c'est que quand il y a eu les barrages et qu'ils ont essaimé dans les 34 communes, l'État français a cru pouvoir écraser les choses, profiter de cela pour balayer la lutte.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? GIGN, nous l'avons dit dimanche dernier, n'ont pas pu procéder à l'élimination de la lutte. Pourquoi? Et des militants. Pourquoi? Parce que la mobilisation était trop attendue, trop étendue. C'est une deuxième leçon fondamentale. Maman, nous n'y en force. Le jour où le peuple martiniquais, dans les 34 communes, va appliquer une stratégie pensée à l'avance, consciente et organisée sur le terrain, le colonialisme français ne pourra rien faire pour nous empêcher de marcher vers l'émancipation. Pour montrer que ce qui est important, c'est notre unité et l'implication large des populations. Alors, les effets négatifs qu'il faut signaler tout de suite, c'est que comme l'intersyndicale avait un plan à préparer, à déclarer des barrières, et puis que dans la société, il y avait une attente de résistance, et il y avait une volonté de rébellion des jeunes exclus, la chose a pris l'ampleur. Et il y a pu avoir des choses malheureuses, malencontreuses. Ajoutons qu'à côté des erreurs que peuvent commettre des jeunes sur les barrages, il y a la provocation de gens qui sont payés pour venir foutre du bordel. Et puis il y a, comme dans tous les pays du monde, des mafias. Des gens qui profitent pour piller, pour agresser, etc. Mais ça ne peut pas ne pas lutter parce que ces choses existent, il faut les combattre. Et il faut mieux préparer les mobilisations, les barrages à l'avance pour que les services d'ordre, pour que les explications vis-à-vis du peuple isolent les gens qui veulent dévoyer le mouvement. Donc, mais on a l'unité et l'organisation qui sont la base de la réussite, et ce qui s'est passé comme débordement doit nous servir de leçon, d'expérience pour mieux préparer les nouvelles offensives, parce qu'il nous faut nous structurer pour les prochaines offensives. Nous n'avons pas le droit de perdre ce combat-là, parce que nous avons expliqué que c'est un cheval de Troie pour installer le fascisme sur la société globalement et chez nous, en Martinique en particulier. D'autant plus que le gouvernement français voit que ses colonies lui échappent et que la Martinique, c'est un joyau dans la région, et s'ils perdent ça, bon, ils vont continuer à décliner. Ils vont décliner de toute façon, mais ils vont décliner plus vite. Donc, il faut qu'on comprenne qu'il nous faut penser une stratégie globale dans le contexte de l'émancipation qui nous donnera les moyens de nous préparer à affronter toutes les catastrophes dont nous avons parlé au début de l'émission. C'est se structurer globalement. Remettre en avant la lutte contre la vaccination obligatoire et le pass sanitaire, et en l'intégrant dans une stratégie globale pour pouvoir, sauver notre pays et nous préparer à lutter contre les catastrophes qui s'annoncent. Alors, les initiatives individuelles sont multiples. Elles sont formidables, mais nécessaires aussi. On ne peut pas dire si vous ne faites pas quelque chose de collectif, il n'est pas bon. Fait tout ça qui peut faire collectivement, qui peut payer ou bien qui peut les faire collectivement, continuez à faire individuellement. Mais pour ceux qui veulent élaborer la stratégie, il faut qu'on mette ça dans un plan réfléchi. Et l'une des leçons des barrages qui a été absolument importante, c'est qu'elle a confirmé la volonté du peuple martiniquais de se défendre et de se pronommer. On a parlé des excès qui ont eu lieu sur les barrages secondaires, mais allez encore aujourd'hui, je vous invite à aller encore voir les installations qui sont autour du port Martinique, place présence africaine, rond-point présence africaine. Allez voir ces gens-là. Et puis, pour nous qui y allons assez souvent, c'est un modèle de vie alternative. Moun tout partout, grand moun vieux moun ka passe, ka porte mi de yon moun porte port, mi sec budget, etc. On ne peut pas arrêter, mais des gens qui sont vaccinés comme nous vaccinés, parce qu'ils ont compris le sens de la lutte. Et puis ces barrages
On ne voit pas ça dans les médias, où l'on fait ce barrage notamment, où on fait des projections sur les 16 de Basse-Pointe, où des gens viennent faire de la musique, où des évangélistes sont venus en groupe pour dire Jésus est avec vous. Vous avez raison, nous soutenons votre combat, mais nous ne pouvons pas faire politique, nous ne pouvons pas arrêter là. C'est le symbole que l'unité du peuple martiniquais est là, qu'elle se développe et que nous avons des réponses. Donc il faut absolument que nous prenions conscience que nous sommes capables et qu'il faut structurer cela. Alors, aïe pas qu'à faire si pas dit en organisation. Dans notre esprit, en tout cas nous au CNCP, nous invitons les gens désormais à avoir comme pôle la construction d'une administration populaire alternative. Tout ça, c'est Bougla qui a fait pour démentir nous. Il faut que nous structurer, organiser, et puis des gens responsables qui parler entre eux pour mettre une administration populaire alternative. Yo ka fait passe pour nous parler cinéma yo, boîte de nuit yo, eh bien, boycotter ça yo ka fait. Nous avons demandé ces Bougla qui restaurateur, on a déjà expliqué ça. Lutter contre le pass sanitaire, hein. C'est à vous de lutter. Et la lutte, c'est manifestation, mais c'est aussi contre-organisation, hein, par l'instauration de réseaux parallèles. Donc on boycotte les endroits concernés par le pass sanitaire en demandant aux Martiniquais concernés de s'intégrer dans des réseaux alternatifs, dissidents. Mais pendant ce temps, nous devons construire les formes alternatives. J'ai déjà dit dans cette émission mon admiration pour ces jeunes qui ont dit, ils ont parlé, nous aller en centre de sport, à un club sportif, ils ont cherché un tiré, puis ils ont fait bel football à la télé, et puis comme radio. C'est sport, culture. Nous avons déjà dit ça. Dans chaque quartier, les associations qui sont là, les conseillers municipaux honnêtes, qui il y en a, chercher un côté pour ces moments il a fait soutien scolaire, même si c'est Kayon Moun, par groupe de 6, fait par groupe de 6. Félicitons l'initiative, encore une fois, de Gilbert Couturier. Moun ka dit tout est lui, c'est pourri. Hier, qui annonce le plan de gestion sanitaire de sa commune avec des bus qui vont. Mais c'est toute main qui peut faire ça. Mais ça, c'est l'administration parallèle parce que nous ne dépendons pas des plans et des objectifs dictés par le colonialisme français qui n'a aucun intérêt à ce que nous nous organisions. Les réseaux économiques en circuit court, les petits marchés itinérants, etc. Mais, d'un côté, les initiatives individuelles, mais d'autre part que les responsables d'intersyndicales, d'associations, se mettent en relation pour pouvoir échanger les données de façon à construire véritablement une administration populaire et dissidente. Et c'est cela, dans les familles également, nous l'avons dit, faire une réunion de famille pour mobiliser, sensibiliser ces yiches-là, pour voir dans la famille tous ceux qui ont des activités qu'on peut faire dans le centre de la famille. Une famille élargie en Martinique, c'est 200, 300 personnes. 300 personnes, c'est un réseau économique puissant. Fait dans le quartier, nous le faisons. Et c'est là que les gens qui parlent d'indépendance, il faut qu'il y ait indépendance sur tous les toits. Non, c'est là qu'on prend l'indépendance d'esprit, l'indépendance de vie, qui ne veut pas dire le refus de collaborer et d'échanger avec quiconque. Alors là, il faut dire que dans ce combat-là qui nous amène à l'émancipation, nous avons constaté ces derniers mois que les héritiers des hommes de couleur libre qui envoyaient des mulâtres chasser les nègres marrons et qui par la suite sont devenus des partis assimilationnistes, se déchaînent pour critiquer. Oh, nous devons rester dans la France et dans l'Europe et ça ne doit pas nous poser de problème. Si vous voulez rester dans une France guerrière, colonialiste, ultralibérale, ça c'est votre problème. Mais ne venez pas décourager le peuple qui dit nous voulons assumer nos responsabilités. Nous voulons nous organiser pour être maîtres de notre destinée. Alors, ils prennent des décisions. Oui, je suis sur le fond, pas la méthode, etc. La petite bourgeoisie, la moyenne bourgeoisie, égoïste, qui ne pense qu'à ses carrières, qui ne pense qu'à ses intérêts, et qui se moque totalement du fait que notre jeunesse soit en détresse. Ils le disent dans des discours électoraux. Ah oui, notre jeunesse, etc. Mais
Ce qu'il faut faire pour que notre jeunesse ne soit pas en détresse, c'est prendre en main et puis organiser comme nous, ou pas d'accord pour faire. Hein? C'est de l'hypocrisie. Bon, il faut partir du peuple. Ce sont des contradictions dures au sein du peuple. Pour l'instant, nous devons viser le pouvoir colonial principalement, mais cette dynamique d'organisation populaire devra les amener à réfléchir et le moment venu, le peuple saura choisir ses amis et prendre ses décisions. En tout cas, pour conclure, je veux dire que notre histoire en Martinique, qui n'est pas enseignée complètement, est suffisamment riche et éloquente. Le peuple qui sait résister, qui sait lutter du temps de l'esclavage, le peuple martiniquais a pu construire une langue, une culture, survivre malgré les alimentations malhonnêtes qui leur étaient réservées pour créer les jardins domestiques. Le peuple martiniquais, exclu, non payé, a su construire des maisons. Quand on regarde Volga, Trenel, etc., ce sont des gens qui n'avaient rien comme argent dans leurs mains, qui étaient méprisés, qui étaient insultés. Actuellement, moun jaloux, bel kayan siman yo fait. Yo chaye, bagay le tête yo. Gloire au peuple martiniquais qui a su construire des maisons pour que leurs enfants puissent grandir, avoir de l'eau et de l'électricité. Le peuple martiniquais a su se révolter chaque fois qu'il y avait des injustices. Nous arrivons dans la commémoration de décembre 59. Les ouvriers agricoles en 1974 ont changé la face du monde. Les fonctionnaires qui ont fait 3 mois de grève. 1870, nous ne connaissons pas assez notre histoire, mais pour ceux qui l'ont étudié, savent que notre peuple a les capacités de vaincre le pouvoir colonial et de vivre, de s'organiser, pas dans le luxe, dans la malbouffe, dans l'apparat, dans le superficiel, mais notre peuple a les capacités de s'organiser et pour pouvoir répondre à ces problèmes. De toute façon, nous n'avons pas le choix parce que l'humanité est en train de changer. Et si nous restons dans les illusions que les colonialistes ultralibéraux, racistes et suprémacistes français vont nous porter des solutions à nos problèmes, vont donner du travail à nos jeunes, vont nous donner des terres pour travailler, eh bien, fini puis ça, ce n'est pas ce que pense la majorité du peuple martiniquais. Nous devons, nous aussi, participer à la lutte de l'humanité pour le progrès. Le peuple martiniquais en est capable et comme l'autre fois, nous allons finir en disant, tout peuple là semblait nous qui fait un pays neuf. Connaissez-vous les produits Design Essentiel? Design Essentiel, c'est toute une gamme de produits professionnels pour vos cheveux défrisés ou naturels, garantis sans parabènes, sans silicone. Design Essentiel, c'est une gamme complète des meilleurs produits pour vos soins à domicile. Traitement de cheveux abîmés et du cuir chevelu. Design Essentiel, votre partenaire